9 947 points, c'est le Nasdaq en 2025. Le graphique pourrait être en n'importe quelle unité de temps et on reconnaît bien ce pattern. Nous avons 3 bougies haussières qui laissent une imbalance. Le prix latéralise. Il va chercher le bas du range créé et travailler le point médian de notre imbalance et ensuite on casse à la hausse. Ce niveau de cassure ici, on va surveiller évidemment le bas de la bougie qui a pris le haut du range. Qu'a fait le prix en 2025? Il est ouverture au prix de clôture. On va chercher ce niveau d'ouverture, ce niveau d'ouverture de l'année 2024 parce que c'est la bougie qui a cassé le range à la hausse. Et ça, c'est valable en toute unité de temps. L'ouverture du 1er janvier 2025 est ici, janvier 2024, 2023, 2022. Donc on va se concentrer évidemment sur ce qui s'est passé cette année. Ouverture de l'année, fausse course vers le bas. Jusqu'où? Jusqu'à quel POI haussier? Jusqu'à cette prise de liquidité. Ensuite, on casse à la hausse et à partir de là, ça monte. C'est valable, encore une fois, en toute unité de temps. Donc, nous avons cette prise de liquidité. On peut voir que cette ligne de liquidité a été prise, mais au mois d'août, on n'a pas réussi à aller chercher ce niveau. Le prix a été cherché, cassé en 2024 ce niveau-là, et ensuite nous avons eu ce reversal. Donc, qu'est-ce qu'on cherche quand une bougie s'ouvre, quelle que soit son unité de temps? On cherche un premier retracement vers le bas, puisqu'ici nous sommes haussiers, donc une manipulation, une prise de liquidité. Donc ici, c'est cette prise de liquidité-là. Et ensuite, on a la distribution. Nous avons le vrai mouvement. Et c'est ce que nous allons chercher, évidemment aussi, pour 2026. La bougie du mois de décembre n'est pas terminée, il reste 4 jours de négociation, comme la bougie annuelle n'est pas terminée. Il reste 4 jours de négociation. Ce petit travail se fait pendant la trêve des confiseurs pour essayer de voir un petit peu ce que je vais chercher en ce début d'année, notamment 2026. Cette bougie est un breaker, nous l'avons cassée, elle ne s'est pas comportée comme un order block en renvoyant le prix vers le bas. Au contraire, on a eu cette impulsion qui nous laisse une imbalance au niveau de la cassure. Et ça, c'est des niveaux très importants. Novembre, début de latéralisation, le prix est venu rééquilibrer ce tout petit déséquilibre et en prenant au passage le plus bas du mois d'avant. Nous avons ici notre imbalance, celle qui est en face de notre breaker ici, en face de notre cassure, notre BOS, et on voit qu'on a plus placé ce FIBO. Pourquoi? Parce qu'on a une prise de liquidité et un BOS. Donc nous suivons la trend, elle n'est pas terminée. Pour le moment, le plus haut créé, c'est celui-là, mais vous l'avez vu, il reste 4 jours de négociation et on peut encore, dans les mois prochains, continuer cette hausse. Donc il nous faudra évidemment un reversal en plus petite unité de temps pour envisager ces niveaux, mais on va quand même les analyser et voir ce que nous peuvent-ils nous réserver et voir ce qu'on va faire quand on va arriver dessus. Donc là, tout est équilibré. On l'a vu, on est venu chercher cette liquidité, ce déséquilibre. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est cette imbalance-là qui est en premium. C'est la deuxième imbalance ici, est en discount. Vous remarquez que j'inclus toujours le volume imbalance à notre imbalance quand elle est collée comme de cette façon. Donc, ce que je voudrais que le prix fasse, c'est avoir en plus petite unité de temps à un moment donné un reversal et que nous allions chercher ce breaker avec une mèche qui aille chercher cette imbalance, je vais vous expliquer pourquoi, et que le prix clôture au-dessus de ce point médian. Ça voudrait dire que on a équilibré ce niveau et que le prix peut poursuivre la hausse. Si le prix ferme sur le point médian, à ce moment-là, on sera passé officiellement en monthly, en programme de vente, et on va attendre une latéralisation, prise de liquidité au-dessus, reprise de la dernière liquidité créée, et ensuite il nous faudra engager un programme d'achat pour envisager une vente. Ça sera donc retardé. Et le fait de venir chercher ce niveau avec une mèche, ça voudrait dire qu'on vient se reconnecter ici, que le marché redevient efficient tout en clôturant au-dessus du breaker. Et quand le marché fait ça, je me dis, bon, ben, je vais attendre de sortir du breaker pour le racheter, mais néanmoins, on voit la volonté, le corps des bougies de ne pas dépasser le niveau critique de ce point médian. En weekly, nous pouvons constater ce suspension block. Le prix est venu réagir dedans. Prise de liquidité. Encore une fois, aucune bougie, aucun corps de bougie n'a clôturé sous son point médian et on n'a même pas clôturé dans le suspension block. Et impulsion haussière. Il n'y a pas de déséquilibre à ce niveau-là et pas de déséquilibre au moment de la remontada en weekly. Par contre, nous avons ce suspension block qui a été inversé. Donc, ce niveau doit se comporter comme support et résistance. Qu'est-ce que je vais attendre de ce prix-là? On l'a vu en grande unité de temps, le prix peut poursuivre la hausse. Donc là, il s'est appuyé sur ce suspension block, impulsion haussière. On n'a pas de déséquilibre. Donc pourquoi le prix repartirait-il? On va prendre ces hauts relativement égaux. Et là, ce que je voudrais moi, c'est qu'on aille chercher ce haut ici. Et c'est ensuite que je verrai si j'ai un reversal. Pourquoi? Parce que si le prix chutait maintenant, il nous aurait sans doute laissé ici
confirmer l'inversion avec une imbalance baissière qui n'aurait pas été fermée. Ça aurait été sans doute un gap d'échappée, un breakaway gap, ce que nous voulons qu'il reste ouvert pour confirmer que nous sommes dans un élan. Donc là, pas d'élan baissier pour le moment, latéralisation. Ce mois-ci, cette semaine, pardon, nous avions ouvert en gap haussier, on ne l'a pas refermé. Et là, si on zoome sur ce niveau, on a ces hauts relativement égaux. Donc le prix va automatiquement chercher cette liquidité. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'ils prennent aussi cette ligne de liquidité-là et le plus haut. Au-dessus de nous, nous n'avons absolument rien et nous n'avons pas de repère. Quand c'est comme ça, on place des projections. Alors, comment est-ce qu'on place ce FIBO? On voit qu'on était haussier, on a un programme toujours d'achat et on a notre fort retracement. Et quand le prix va casser le niveau qui était le plus haut jusqu'à maintenant, on a nos niveaux de FIBO. Alors, par habitude, moi, je me sers des niveaux originaux, des standards de Fibonacci. ICT, lui, le place tous les 0,5. Et si vous regardez, si vous comparez les deux, il y a beaucoup de confluence. Donc ça, faites-vous vos statistiques là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que quand on casse à la hausse, souvent on s'appuie dessus et on va chercher le premier, le 1,272. Et à ce moment-là, on a un retracement. Et si le prix s'appuie vraiment sur le niveau que nous avons cassé, alors à ce moment-là, le 1,618 a de très fortes probabilités d'être touché. Évidemment, au-delà du 2, attention au retracement plus important. Mais ça, c'est mes deux niveaux préférés, ce sont ceux-là, à partir du moment où on a cassé. Évidemment, on peut aller très haut, hein, vous voyez, le 4 est souvent atteint. Si on place ces projections sur, par exemple, notre opening range, on peut aller jusqu'au 4, jusqu'au 6. C'est toujours le même principe, mais des utilisations légèrement différentes. Vous pouvez noter aussi les 0,27, ça c'est le Fibo magique, c'est-à-dire que très souvent, quand le prix a un retracement comme ça, on casse le zéro et on va taper les 0,27 et ce n'est pas un hasard. Regardez, 1,272. C'est exactement le même écart entre le 1 et 1,272 qu'entre mon 0 et mes 0,27. C'est vraiment le niveau optimal pour un retracement profond. Donc c'est lui, à partir du moment où on le casse, on est pratiquement sûr qu'on va aller chercher ce niveau-là, même si ensuite c'est un reversal. Donc une fois qu'on l'a cassé, attention, on va surveiller le niveau. Il faut qu'il tienne pour continuer à venir chercher notre 1,618. Cette situation-là, et quelle que soit l'unité de temps, ce que j'aime bien, c'est quand on a un suspension block comme ça qui est inversé, c'est qu'on arrive à confirmer. Et vous voyez cette bougie-là, cette dernière semaine n'a pas confirmé du tout. Au contraire, on a un gap haussier qui n'a pas été fermé avec une volonté d'aller plus haut. J'aurais aimé, si ça avait été l'inverse, avec un gap baissier ici, j'aurais visé automatiquement, évidemment, le bas créé ici, mais 0,27. Et ensuite, vous l'avez vu, cette imbalance et le point médian de ce breaker. Donc voilà comme ça, comment je valide ou j'invalide mes anticipations pour chercher les zones qui me plaisent pour trouver une entrée. Il est pour placer le plus haut et le plus bas de la veille, mais on l'a vu dans les plans du jour, comme pour le DAX, pendant les 2 semaines, le prix peut latéraliser mollement comme ça ou avoir une prise de liquidité sortie de nulle part. Ce qu'on constate, c'est qu'une fois la prise de liquidité ici, effective, on a cassé à la hausse. Ce niveau est venu, regardez, se reconnecter ici. Il nous inverse une toute petite imbalance. Bon, elle n'est pas visible ici, on va pas la prendre en compte, mais on est en train de clôturer. On a une bougie qui clôture au-dessus de ce plus haut. Donc en dessous, sur quoi le prix peut-il s'appuyer? Bien ici, nous avons un suspension block. Donc le prix, ce que je vais surveiller, moi, dans les premières semaines, c'est voir si le prix vient s'appuyer, nous sommes en délit, je vous rappelle, si le prix vient s'appuyer sur ce niveau pour poursuivre la hausse, prendre mon niveau, pourquoi pas les 1,27, et c'est là que je déciderai si je poursuis ou pas. C'est-à-dire que si on casse au-dessus, on vient s'appuyer et on va chercher, mais ainsi, ça serait vraiment un scénario très achetable pour moi. Contrairement, si on prend cette liquidité, qu'on a cette baissier avec un breakaway gap à la baisse, je vais viser dans un premier temps ce niveau-là, les 24 862, le bas de mon fort retracement, et ensuite on a vu les niveaux en début de cette vidéo. Alors on peut parler de saisonnalité, surtout quand on envisage une année entière d'exercice et une année entière d'anticipation sur les niveaux. Ce que vous voyez là, ce n'est pas une moyenne mobile, c'est un modèle saisonnier construit sur 6 ans d'antériorité avec des contrats à terme pour lesquels on a normalisé, c'est-à-dire qu'on a placé les plus bas et les plus hauts. Vous voyez ici écrit 4000, ça n'a rien à voir avec la valeur du Nasdaq. Ce sont les plus hauts et les plus bas normalisés sur les 6 dernières années. On a mis ces valeurs sur une échelle de 0 à 100 et par exemple, et ça nous a donné, ça c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un indicateur, on peut le noter, regardez si vous voulez, il est là, c'est celui-là. On fait une somme arithmétique des 6 dernières années, on normalise les valeurs et on a ici un graphique, un modèle saisonnier sur les 5 ans pour le Nasdaq.
La saisonnalité, ce n'est pas une moyenne mobile. On ne rentre pas long quand, la valeur de la saisonnalité est en dessous le prix actuel. On ne s'en sert pas comme support et résistance. On cherche des modèles récurrents, un petit peu comme, nos profils daily ou nos profils weekly. Encore une fois, ce sont des statistiques, donc à ne prendre que ce pour ce que c'est. C'est une anticipation, donc là, on aura une tendance haussière plutôt, jusqu'au mois de février, ensuite un retracement comme souvent, hein, dans ce trimestre-là et ensuite on repartirait à la hausse. Donc voilà ce qu'on peut déduire de la saisonnalité et encore une fois, c'est en grande unité de temps, sur des niveaux reconnus, qu'on peut chercher à anticiper des mouvements à plus ou moins long terme.